Vous avez dépensé des milliards de dollars pour tenter de prouver que cette terre est colonisable. Et maintenant, il y a environ 1 million d'Israéliens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Des millions vivent dans la peur constante, se rendant chaque jour ou chaque semaine dans des abris. Je parle de Tel Aviv, de Haïfa et d'autres parties de ce qu'on appelle Israël. Le projet de colonisation n'avance pas, tout est bâclé. Vous avez implanté l'idée d'une société de colons dans cette terre depuis des décennies et maintenant, ils fuient parce qu'ils ont tous la double nationalité. L'économie s'effondre et le sentiment de sécurité est inexistant. Comment pouvez-vous même convaincre de plus en plus de gens à travers le monde de venir servir de colons et de boucliers humains? Dans un contexte de tensions exacerbées et de conflits incessants, Gadi Francis et Elijah Magnier, journalistes et analystes de renom, reconnus pour la rigueur et la qualité de leurs analyses politiques, s'attaquent à une question cruciale. L'avenir du projet de colonisation israélien. Après avoir investi des milliards dans l'édification d'une nation sur des terres contestées, la réalité est désormais accablante. Environ 1 million d'Israéliens sont déplacés à l'intérieur de ce qu'ils considèrent comme leur État, tandis que des millions d'autres vivent dans une angoisse permanente, cherchant refuge dans des abris à Tel Aviv, Haïfa et au-delà. Ce qui devait être un rêve de colonisation se transforme en cauchemar. La société de colons, soigneusement implantée au fil des décennies, est aujourd'hui confrontée à une fuite massive, alimentée par la peur et la désillusion. L'économie, jadis florissante, s'effondre et le sentiment de sécurité s'est évaporé. Comment convaincre de nouvelles générations de s'engager dans un projet qui semble condamné à l'échec? Comment inciter des citoyens du monde entier à venir servir de boucliers humains dans un territoire en proie à l'instabilité? Gadi Francis et Elijah Magnier posent les bases d'une analyse approfondie des enjeux qui entourent la colonisation israélienne et invitent à une réflexion sur les conséquences d'une politique qui, de plus en plus, semble vouée à l'échec. Une vidéo à ne pas manquer pour comprendre les développements récents au Moyen-Orient et leurs implications sur l'avenir d'Israël et de la région. Je voulais poser cette question à vous deux, et peut-être que Gadi Francis pourrait commencer. Vous savez, aux États-Unis, nous venons d'élire Donald Trump comme président. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce que cela signifie pour l'Asie de l'Ouest, ce que cela implique pour ce qu'ils appellent le Moyen-Orient. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, car Trump a à la fois déclaré qu'il allait apporter la paix au Moyen-Orient, mais a également affirmé qu'il allait libérer Israël pour qu'il puisse faire encore plus de ce qu'il fait actuellement. Je suis donc curieux de connaître votre évaluation de la situation dans son ensemble, surtout avec les changements politiques à venir au sein de l'Empire américain. Je pense que, indépendamment des changements politiques aux États-Unis, la politique étrangère et la politique envers Israël ou la région ne vont pas vraiment changer, seulement la manière de traiter les choses. Est-ce que je m'attends à ce que Trump ne soutienne pas Benjamin Netanyahou? Non, mais est-ce que je m'attends à ce qu'il ait plus à dire ou plus d'influence? Oui, bien sûr. Maintenant, comment ils aimeraient exécuter cela? Je pense que Trump a été celui qui a réalisé les accords de normalisation, et s'il prévoit vraiment d'adopter la même attitude ou de traiter le Liban et l'Irak de la même manière, cela ne fonctionnera pas. Donc, je pense que nous devons encore découvrir si ce nouveau Trump est différent de l'ancien Trump, et si Trump a vraiment son mot à dire sur Netanyahou pour son propre bien. Parce que je pense que les Israéliens, qu'ils le réalisent ou non, sont sur une voie d'autodestruction, et le soutien illimité et aveugle de Washington et du Pentagone aux Israéliens ne change pas réellement les choses sur le terrain. Ils n'ont pas vraiment éradiqué le Hamas, et ils ne seront jamais capables d'éradiquer le Hezbollah, ce qui est évident. Donc, je pense que je ne peux pas vraiment prévoir comment Trump va mettre en œuvre cette paix envisagée, mais il n'y a aucune confiance et aucune amitié de la part de l'administration américaine envers nous, les natifs, le peuple de la Palestine. Je ne suis donc pas très optimiste. Elijah, je voulais te poser la question suivante. Sur le plan militaire, perçois-tu des changements? D'un côté, on a des soupçons que la politique va devenir plus belliciste, ce qui signifierait davantage d'agressions dans la région, ce qui aura bien sûr des implications. Mais il y a aussi eu cette discussion sur la paix. Je suis donc curieux de connaître tes réflexions et ton évaluation des possibilités ici.
que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou même une version chaotique des deux. Le problème dans tout cela réside vraiment dans ce qui se passe en Israël. Nous assistons à un gouvernement radical et à une société que nous n'avons jamais vue auparavant, et nous lisons des nouvelles sur la volonté de la société israélienne qui souhaite que la guerre continue contre le Hamas et contre le Hezbollah. La seule chose que les Israéliens disent, c'est qu'ils veulent récupérer leurs captifs, mais ils ne demandent pas d'arrêter la guerre à Gaza, ou de cesser de tuer des civils palestiniens, ou d'arrêter de commettre des crimes, ou de cesser de les diaboliser. Au Liban, personne n'est pour la guerre. La majorité en Israël est en faveur de la guerre. Et en destituant le ministre de la Défense, Gantz, cela ne signifie pas que Gantz était un politicien ou un ministre de la Défense doux, au contraire. Mais maintenant, en nommant Israël Katz comme ministre des Affaires étrangères, il est moins un politicien professionnel. Cela signifie que Benjamin Netanyahou a tout sous contrôle, et à cause de cela, nous savons que Netanyahou veut ethniciser les Palestiniens du nord de Gaza, et il a commencé à le faire dans la première partie du nord, en commençant à isoler le camp de Jabalia, et la ville de Jabalia du reste de Gaza. Nous parlons donc du nord. En faisant cela, cela signifie qu'il a des plans, et va-t-il réussir à convaincre Trump de changer ses plans ? J'en doute, car il se sent plus confiant dans la destruction de Gaza et dans l'éradication de la présence palestinienne, en les forçant soit à mourir de faim, soit sous les bombes, soit à fuir vers une zone non sécurisée, ce qui va les déplacer à nouveau du nord vers le sud pour qu'ils puissent s'emparer de plus de terres à Gaza. En ce qui concerne le Liban, il n'a pas encore commencé la guerre, mais il rencontre des difficultés pour percer les lignes du Hezbollah. Et là encore, il n'atteindra pas ses objectifs, car il laissera le Hezbollah plus fort que jamais, bien qu'il ait réussi à lui infliger des dégâts. Sinon, nous verrions toutes les dizaines de milliers de troupes percées dans le sud. Trump va-t-il empêcher Netanyahou d'agir sur les limites des frontières, et Netanyahou acceptera-t-il les dégâts qu'il a causés et la reconstruction qui va peser lourdement sur le Hezbollah et l'Iran? Nous ne le savons pas encore, car nous avons de l'expérience avec Trump dans le passé, lui disant qu'il voulait se retirer de la Syrie, considérant cela comme une terre de mort et de sable, puis restant en Syrie. Il a ensuite dit qu'il voulait se retirer d'Irak, mais qu'il voulait être payé et est resté en Irak. Donc, entre ce que le président des États-Unis a promis durant sa campagne et ce qu'il peut traduire sur le terrain par des faits, il y a une grande différence. Rien ne changera entre maintenant et le 20 janvier. Mais ensuite, à partir du 20 janvier, quelles seront les priorités de Donald Trump? Est-ce l'Ukraine et la Russie, ou est-ce l'Ukraine, la Russie, le Moyen-Orient, l'Iran, le programme nucléaire iranien, Gaza et le Liban? Ce n'est pas très clair. Et ensuite, la décision sera-t-elle acceptée par Netanyahou? Et Netanyahou doit réfléchir à sa position intérieure. S'il arrête la guerre, rentre-t-il chez lui? Est-il suffisamment fort pour mener une élection de Premier ministre et une élection à la Knesset, puis gagner? Ou sera-t-il accusé de corruption et devra-t-il faire face à un procès? Toutes ces questions restent sans réponse, car dans les 2 mois à venir, nous ne savons pas ce qui va se passer et qui va avoir l'avantage, ou si cela va rester un statu quo au Liban, mais avec un nettoyage ethnique accru à Gaza. Nous devons encore attendre avant que Donald Trump prenne ses fonctions et quelles seront ses priorités. Oui, en effet. Et Gadi, tu as dit que Trump ne prévaudra pas s'il adopte la politique qu'il a suivie lors de son premier mandat. Surtout dans cette nouvelle situation où il y a une guerre active, je veux dire, non seulement il y a un génocide actif sur plusieurs fronts, mais il y a aussi une résistance profonde et active qui n'était pas là auparavant. Ou du moins, qui n'était pas aussi puissamment menée qu'auparavant. Pourrais-tu peut-être envoyer un message, si possible, aux audiences américaines et occidentales qui pourraient observer le risque que la situation en Asie de l'Ouest devienne encore plus périlleuse sous la présidence de Trump, étant donné qu'il a ce bilan très mitigé, d'un côté disant qu'il se retirerait de certaines situations et conflits, mais de l'autre, travaillant étroitement avec Israël pour préparer le moment où nous nous trouvons actuellement.
Je ne pense pas avoir quoi que ce soit à dire aux citoyens américains concernant la politique étrangère américaine. Je ne pense pas que le citoyen américain moyen soit vraiment concerné. Ils sont contribuables pour tout cela, mais ont-ils vraiment leur mot à dire à ce sujet? Je veux dire, même si nous vivons en temps de guerre, en tant que journaliste au Liban, j'ai plus de liberté qu'un journaliste en Amérique en ces temps-ci, plus ou moins. À l'époque où l'AIPAC et tout cet argent sont injectés dans les médias et les médias traditionnels, je ne pense pas qu'il soit très logique de parler aux citoyens américains de la manière dont ils pourraient changer ou influencer Trump, Harris, Biden ou toute autre administration américaine en guerre, car je ne voudrais pas les considérer comme complices. Je pense qu'il est temps qu'un grand changement se produise aux États-Unis, et c'est une conversation différente. Mais le message que j'aimerais envoyer est que, peut-être, puisqu'il ne parle que d'argent, peut-être que vous pourriez arrêter de payer des impôts pour les armes qui tuent nos enfants, pour changer. En dehors de cela, je ne pense pas que j'ai vraiment le droit de parler de la manière dont ils pourraient vraiment modifier les politiques. Je veux dire, ils vont voter, ils élisent leurs représentants, et pour moi, c'est la même chose ou presque, des représentants bipartisans de la même politique étrangère qui aboutit à une hégémonie réelle au Moyen-Orient et en Asie de l'Ouest. Je pense que la normalisation ne se produira pas en Syrie, au Liban, en Irak, non seulement parce que nous avons de la résistance, mais parce que partout où la normalisation a réussi, cela n'a pas eu lieu dans des nations qui avaient un problème préexistant avec l'occupation sioniste. C'est différent. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas avoir une sorte de chirurgie plastique de normalisation dans ces nations. Je veux dire, au Liban, dans les années 80, il y avait un plan et il y avait un président qui voulait en fait aller signer un accord de normalisation, un traité de paix avec l'occupation israélienne. Son nom est Amin Gemayel, il est encore en vie aujourd'hui. Cela ne s'est pas produit, ça n'a pas fonctionné. Ils avaient leurs chars à Beyrouth, ils avaient la moitié de l'armée avec eux et cela n'a toujours pas fonctionné. Quand je dis que cela ne prévaudra pas, ce n'est pas parce que Trump est un président faible ou parce que les États-Unis d'Amérique ne sont pas capables avec leurs armes. C'est juste parce que vous ne pouvez pas changer la réalité sur le terrain. Mon message aux citoyens américains ou aux téléspectateurs américains serait « Pourquoi ne pas vous éduquer un peu plus sur l'histoire de cette lutte dans cette terre, l'occupation réelle et l'apartheid-colonisation de la Palestine et le régime voyou qui nous tue continuellement depuis presque 8 décennies maintenant. » Et une fois que vous connaissez réellement l'histoire et les racines de cela, vous pouvez réellement en parler de plus en plus dans votre société, parce que je ne pense pas que quiconque qui sait ce que la politique américaine fait approuverait cela. C'est juste qu'ils ne savent pas vraiment, ou ne sont pas aussi impliqués, ou ne connaissent pas l'histoire réelle, parce qu'ils regardent leurs médias traditionnels complices. Elijah, tu as mentionné que peu de choses vont probablement changer d'ici janvier et que cela dépendra des priorités de Trump compte tenu de la situation sur le terrain à laquelle Gadi a fait allusion. Je suis curieux de connaître vos réflexions sur, vous savez, quand il s'agit de tous ces fronts en ce moment, parce que nous avons beaucoup parlé du Hezbollah, mais en même temps, Donald Trump va essentiellement hériter d'une situation où ce génocide que les États-Unis soutiennent à Gaza a suscité une résistance allant du Yémen à l'Irak, à la Syrie. Nous avons bien sûr le Liban avec le Hezbollah et les autres forces de résistance là-bas, et bien sûr la Palestine, dont nous n'avons pas beaucoup parlé. Cela ne va pas disparaître, et je suis curieux de connaître vos pensées sur le fait que, vous savez, je ne crois pas que bombarder davantage, ce qui est un scénario potentiel que je pense très probable, va arrêter la situation ou vaincre la résistance. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Au début de cette guerre, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a averti Ben Netanyahou et les militaires israéliens en leur donnant l'exemple de ce que les Américains ont fait au cours de la décennie. Il a dit que les Américains sont allés à la guerre en Afghanistan, en Irak, en Syrie et en Libye. Mais ils n'ont jamais gagné le cœur et l'esprit de la population. Et il avertissait les Israéliens de ne pas tomber dans le même piège, ce qui est une reconnaissance des résultats dévastateurs de l'intervention américaine au Moyen-Orient et un avertissement aux Israéliens sur ce qui pourrait venir ensuite. Et ils ont fait exactement le contraire. Ils sont aujourd'hui les personnes les plus haïes sur Terre.
Il faut faire une grande distinction entre les Juifs et le judaïsme en tant que religion et les crimes contre l'humanité commis par un criminel de guerre qui est Benjamin Netanyahou, selon la Cour pénale internationale. Donc, selon le droit international, Israël est une nation paria et elle est dirigée par des criminels de guerre. Par conséquent, ils vont à l'encontre de tout ce qui est connu du droit international. Ils ont considéré le secrétaire général des Nations Unies comme persona non grata, ils ont détruit des bureaux de l'ONU, tué du personnel de l'ONU et considéré l'ONU comme illégale en Israël. Ils ont donc violé tout ce que nous savons sur le droit international. Et le problème dans tout cela est que la communauté internationale, la communauté occidentale, n'a pas bougé d'un pouce pour exposer leur double standard et leur hypocrisie. Les pays du Moyen-Orient n'ont pas bougé d'un pouce contre le massacre des civils. Les Israéliens ne tuent pas les militaires. Ils ne tuent pas les non-combattants. Ils ne combattent pas la résistance qui a le droit de riposter, selon les Nations Unies. Ils diabolisent les Palestiniens, tuant tout le monde. Donc, que peut faire le monde face à ce massacre qui se déroule sur les réseaux sociaux? Le monde ne fait rien. Cependant, il y a une prise de conscience parmi la population à travers le monde de ce que les Israéliens font aujourd'hui, car ils s'exposent sur les réseaux sociaux, montrant les crimes qu'ils commettent. En fait, tous ces crimes ont été utilisés devant la Cour internationale de justice pour condamner Israël et la direction israélienne, et ils s'en moquent toujours. Donc, ce que Dieu dit, c'est que quelque chose doit être fait, c'est vrai, et que les gens sont les seuls à pouvoir faire quelque chose à ce sujet. Les dirigeants ont échoué dans chaque nation du Moyen-Orient et de l'Ouest. Ils ne sont pas capables de s'opposer à Israël. Car Israël est trop puissant en tant que lobby. Et ils ont réussi à détourner le judaïsme à leur avantage, ce avec quoi de nombreux juifs ne sont pas d'accord avec ce que font les sionistes israéliens, d'où la différence entre les deux. Alors, y a-t-il plus de sensibilisation aujourd'hui dans le monde? La réponse est oui. Les gens comprennent mieux la cause palestinienne et ont vu ces actions israéliennes, car les Israéliens nous montrent ce qu'ils font. Cela va-t-il nous mener quelque part? Pas à court terme, car à court terme, nous aurons la guerre qui continue et plus d'atrocités qui vont être commises. Les dirigeants sont-ils disposés à arrêter cela? Eh bien, pas encore, car ils ne savent pas ce que les Américains veulent faire. Et ce sont eux qui contrôlent la plupart du monde et ont une certaine influence sur Israël. Nous avons déjà vécu cela avec Donald Trump. Il a été président de 2016 à 2020. Sa politique en Asie de l'Ouest a été un désastre. Il a tenté, à bien des égards, et il a en fait avancé sur ce chemin, en donnant à Israël ce qu'il fait maintenant, le feu vert pour le génocide à travers le déménagement de la capitale, et cette tentative de normaliser Israël avec les autres pays du Golfe à travers les accords d'Abraham. À mon avis, si Donald Trump était intelligent, en devenant président des États-Unis en janvier, il verrait que cette situation a en fait conduit à ce dont tu parlais, Elijah, à savoir que non seulement Israël est la société la plus haïe, mais qu'elle traverse également d'incroyables difficultés et défis qu'elle ne surmontera pas, à mon avis. Et Gadi, je pourrais te donner le dernier mot à ce sujet avant de passer à autre chose, où maintenant Israël est non seulement coincé dans une longue guerre de résistance, et je ne crois pas qu'Israël puisse réellement gagner contre tous ces fronts, mais il a aussi des problèmes internes qui sont très liés à cela, pas seulement le licenciement de Galland et son remplacement, mais tout ce qui l'entoure, de l'économie à la perte totale de foi, et peut-être pas pour les raisons que nous aimerions, mais une perte de foi dans le régime Netanyahou. Mais c'est ton dernier mot à ce sujet. Je pense que c'est plus que le régime Netanyahou à ce stade. Vous parlez d'une société de colons. Ce n'est pas une société. Ce sont des gens amenés de partout dans le monde pour servir de véritables boucliers humains pour le programme d'occupation sioniste. Ces gens sont déjà en difficulté avec leur existence, et des milliards de dollars ont été dépensés pour radicaliser et militariser ces colons de différentes formes, et les inciter à mener jour après jour toutes sortes de restrictions et de politiques oppressives envers les peuples autochtones, les Palestiniens. Vous avez dépensé des milliards de dollars pour essayer de prouver que cette terre est colonisable. Et maintenant,
Vous avez environ 1 million d'Israéliens qui sont déplacés à l'intérieur du pays. Les autres millions vivent dans la peur constante, se rendant dans des abris quotidiennement ou hebdomadairement. Je parle de Tel Aviv, de Haïfa et d'autres parties des territoires palestiniens occupés, que l'on appelle Israël. En général, tout le projet sioniste dans les terres palestiniennes n'avance pas, c'est tout en train d'échouer. Vous avez planté cette idée de société de colons dans cette terre pendant des décennies et maintenant, ils sont tous déplacés ou fuient. Plus de 20% ont déjà quitté, car ils ont tous des passeports doubles et en général, l'économie s'effondre et le sentiment de sécurité est inexistant. Comment pouvez-vous même convaincre de plus en plus de gens à travers le monde de venir servir de colons et de boucliers humains, alors que tout cela, dont Elijah a parlé, est de plus en plus notoire pour les crimes contre l'humanité? Je pense que tout le but d'Israël de prendre cette terre aux Palestiniens n'est même plus justifiable à ce stade, et c'est une question de temps avant que le démantèlement de ce régime ne se produise. Donc, ce n'est pas seulement une question de Netanyahou. À ce stade, Netanyahou va devoir choisir. Soit il s'écarte, soit il facilite et catalyse le démantèlement total d'Israël. C'est ainsi que je le vois.